Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus après la coupure pub de 19h. Mais tout de suite, on part pour l'actu. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la mobilisation générale des sapeurs-pompiers et des personnels soignants, une première journée de grève qui se solde par 2 blessés et 2 interpellations. On vous parlera santé avec une journée de sensibilisation au diabète avec le docteur Fritzline Velayoudon. Et on parlera beauté en fin d'édition avec l'élection de Miss Belle et Pulpeuse. Et qui plus est, ce soir je recevrai Grégory Potiron, directeur de l'Archipel des Sciences. Il sera en compagnie de Jean-Marie Flower, qui est parrain de la 30e édition de la Fête de la Science qu'ils nous présenteront. Et nous sommes donc le 15 novembre 2021 et l'état d'urgence sanitaire est terminé en Guadeloupe. Le couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin, c'est fini et les confinements aussi. La préfecture maintient par contre le port du masque en extérieur dans tous les lieux et espaces publics. Le pass sanitaire qui devait disparaître aussi aujourd'hui, eh bien finalement maintenu jusqu'à juillet 2022. C'est compris effectivement dans la loi de vigilance sanitaire. Et en théorie, les enfants auraient dû pouvoir retirer leur masque à l'école primaire puisque nous ne sommes plus en état d'urgence et que le taux d'incidence est inférieur à 50 ici en Guadeloupe. Mais le gouvernement a décidé cet après-midi de réinstaurer l'obligation du port du masque pour les enfants, bien sur tout le territoire national. À peine lancée, la mobilisation générale des sapeurs-pompiers déchaîne les passions. Ce matin, les agents positionnés à la caserne de Blanchette-Mornalo ont fait les frais d'une répression policière violente. 2 pompiers ont été blessés lors de la charge des gendarmes pour lever le barrage. Fermement opposés à l'obligation vaccinale, ils affirment constater sur le terrain les effets néfastes du vaccin. Selon les soldats du feu, ces informations sont passées sous silence par les autorités qui souhaitent imposer l'injection par tous les moyens. Le reportage. Ah ouais, t'as là moi-même. Mélina, attention, Mélina. Nous avons mobilisé nous parce que là, il besoin poser nous en passe sanitaire. Il besoin poser nous vaccination. Mi aller là, il y a aujourd'hui comme ça que il veut ba en 3e dose pour ni passe sanitaire. C'est nous qui cachailler ces gens là qui pour vaccin là. D'accord? Et là, nous de bout pour dire comme ça, nous avons arrêté ça. Il faut arrêter bitaille là ça. Et comme par hasard, aujourd'hui là, canal 10, les autres qui canal 10, ils ont venir et ils ont empêché les autres passer. Donc ils ont empêché de passer pour la population. Ils ont empêché les autres passer pour empêcher les autres voir la réalité. La réalité. Exactement. Ils ont empêché le canal 10 passer pour montrer la réalité. Mimi, c'est ça qui est la Guadeloupe. Le peuple Guadeloupe, il faut nous lever, il faut nous debout. Nous ne pouvons pas accepter ça où l'État français qui a décidé. Bon, Macron devait décider bon nous. Nous, c'est Guadeloupéens, nous connaissons la réalité en nous. Nous, pompiers, nous sommes les premiers placés. Nous savons, nous connaissons qu'un vaccin l'a fait. Nous avouons qu'un vaccin l'a fait. Tous ces gens qui ne parlent pas là, ouvrez bouche à autres pour en parler. Parlez, dis la vérité, dis que Jean vaccin l'a amené les autres. Il pas amené certains. Oui, ils ont une plus chance. Mais le vaccin là, ça, il n'est pas bon. Il était bon, il a déjà fait tout ça qu'il faut, puis il était bon. Si il était bon. Mais là, nous debout et nous pas qu'à laguer. Nous pas qu'à laguer jour là comme ça. Mais vous voyez yo. Mais ça c'est un début. Il n'est pas parce qu'il est venu tous les jours. Et puis vous voyez qu'il est venu piquer gonfler. C'est ça nous n'y a dit jour là. Ça m'a passé. Pas bien généreux.
Et notez qu'aujourd'hui, 2 syndicalistes ont été interpellés à la clinique L'Espérance aux Abîmes. Des arrestations ciblées pour les organisations UGTG et CGTG qui se sont mobilisées devant le commissariat de Pointe-à-Pitre en soutien à leurs camarades. On les écoute au micro de Michel Depape. Ce qu'a fait là, ça n'est pas étonnant. Le 11 novembre, nous désemblés et on préparé les camarades à ça. Qu'il y ait une arrestation préventive, qu'il y ait une arrestation à l'heure du laitier, qu'il y ait tout à dents, la répression est partie à vie en nous. Et malheureusement, les camarades vivent en direct, mais c'est des arrestations ciblées, on a bien dit, d'après les informations qui parviennent moi, en partie présent. Mais ça qui est certain, c'est que ça n'a pas fait nous paix. Nous vivons pire que ça dans l'histoire du mouvement ouvrier, ça n'a pas fait nous paix. Bien au contraire. Mon camarade Jean-Marie Nomertin sorti dit, nous savons que ça qui est fait et nous savons ça qui est refait. Et de toutes les façons, ça a renforcé la détermination en nous. Et nous avons profité de l'antenne à Canal 10 pour envoyer un appel à la solidarité pour tout Guadeloupéen. Ou en direct? Oui, nous avons envoyé force pour tout le monde, porter contribution à la lutte. Aujourd'hui, là, c'est une dictature qu'il a instaurée sous couvert d'urgence sanitaire, sous couvert de sécurité sanitaire. C'est une dictature qu'il a imposée. Aujourd'hui, là, pour travailler, il faut vacciner. Si vous ne pas vacciné, on ne peut pas travailler. Il faut mettre au dehors comme si vous son chien. Et puis, mauvais encore, il faut fermer des services de soins pour mettre Guadeloupéens dans la mendicité sanitaire. C'est inadmissible. Et c'est pour ça que nous debout. C'est pour ça qu'ils ont arrêté ces camarades-là, pour faire nous paix, nous péquer arrêter. Et nous avons appelé Guadeloupéens à la solidarité et tout le monde qui est pris de justice et de liberté à mettre debout et à rejoindre la lutte. Et bon matin là, nous tonnons au niveau à Moronalo, qui gens interviennent de manière très violente et qui gens frappé ces pompiers là. Et Clinique L'Espérance, là qui est moins enterré aussi, alors qu'il y a juste un petit pilote à camarades qui mobilisé, nous avons un établissement qui a fonctionné à peine à 10% et pourtant ils ont débarqué, armés jusqu'aux dents, d'accord, avec matraque à eux, avec lacrymogène à eux, et ils ont attaqué nous franchement. Ils ont voyé lacrymogène, ils ont rentré sur nous. Et nous constatons que quand ils ont fait, ils ont ciblé des camarades. Et c'est comme ça qu'ils ont ciblé un camarade dirigeant à l'UGTG. Ils ont venu chercher, ils couché à terre, à trangler, ils me notent justement consistant délinquants. Et ils ont attaqué aussi un camarade à la CGTG, un travailleur qui est en grève, qui s'est piqué de grève. Et bien, ils ont estimé que ces démons-là, ils ont ciblé et ils ont venu chercher. Alors, c'est ça la réponse à l'État français. C'est la répression et la violence. Et la tension est toujours palpable à la clinique L'Espérance, aux Abîmes, où les agents de sécurité, effectivement, viennent de déloger les militants sur place. On vient tout de suite de recevoir la vidéo. On vous passe un petit extrait. Jimmy, pousse-toi, je filme. Calme-toi. Moi, je filme. La tension qui monte effectivement au fil des heures. Reste à voir effectivement comment la journée, comment la nuit va se passer et comment la journée va démarrer demain. En tout cas, au centre hospitalier de Basse-Terre, la mobilisation s'est poursuivie sans heurts. Ils en sont à 5 semaines effectivement pour cet établissement de santé. Le reportage. Donc à mobiliser nous et faire nous si rester dans l'arrêt la salle des camarades lancés comme lutte. Lutte à nous, c'est justement contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Donc nous toujours là-dedans. Nous déjà lancé depuis 4 semaines nous là, nous avons 5e semaine à nous. Donc nous ne pouvons pas m'obliger aujourd'hui là parce qu'il n'y a rien par projet gagné. Donc nous avons tout intérêt à rester mobilisés. Et nous comptons aussi sur la population et d'autres camarades pour nous faire front contre la situation à l'état là, vient imposer nous. Quand plus fait circulation dans l'établissement, il y a fait circulation en dehors de l'établissement là. Donc il y a dans le rôle nous avons dans le rôle nous. Nous savons qu'il y a très loin parce que nous comprenons des fois feeling à eux, mais nous savons qu'il est là pour veiller nous.
et nous avons fait affaire nous. Je dis là, nous prenons à tout le temps. Nous lancer dans le cadre en intersyndical une série d'actions, dont la grève générale. Donc certainement, crescendo, nous voyons de plus en plus travailler à la rue là. Travail qui est concerné d'emblée par cette situation-là, mais travailler aussi qui est concerné dans l'avenir, parce que c'est toute la population-là qui est concernée par l'obligation vaccinale et passe là aussi. Donc c'est pour ça que nous avons mobilisé non seulement les travailleurs, mais aussi la population pour faire comprendre que c'est une attente réelle que vous voulez faire à ces libertés, à ces droits de choix. Un reportage signé Olivier Félix. Et on referme le dossier social du jour. Et on revient maintenant sur la journée du diabète aux abîmes. Les endocrinologues comme le docteur Fritzline Velayoudon peuvent enfin revenir au contact de leurs patients à l'occasion de manifestations grand public. Le reste en images. Très satisfaite parce que malgré la pluie, nous avons énormément de personnes. Nous avons eu déjà 200 passages et les personnes viennent se faire dépister du diabète, de l'hypertension artérielle, prendre des conseils. Nous avons eu des conférences où il y a eu beaucoup de questions de poser et là c'est l'activité physique et je vois que les personnes prennent plaisir à bouger et c'est formidable. Je suis vraiment heureuse de reprendre ce contact avec la population. Je vois que ça a manqué aussi aux personnes et donc les manifestations comme celle-là nous permettent de faire des actions pour lutter contre l'apparition du diabète et c'est ça qu'on souhaite pour qu'en Guadeloupe le nombre de diabétiques puisse diminuer. J'ai 57 ans et ça fait au moins 13 ans que je suis diabétique, depuis l'âge de 13 ans. Mon père est diabétique, j'ai 5 sœurs. Il y a 3 qui sont diabétiques, les 3 les plus grandes quoi. Et bon, le diabète c'est une maladie qui est très grave. Je ne prenais pas ça au sérieux. Je ne prenais pas ça au sérieux même du tout. Je mangeais n'importe quoi, je buvais de la bière. Mais après des amputations, parce que j'ai été amputé d'un petit orteil au pied droit, la même année, j'étais sous le pied. J'ai attrapé une infection qui a gratté le pied. Je suis resté 4 ans avant que ça guérisse. Mon rôle justement c'est de permettre justement aux malades de maintenir le corps en bonne santé parce qu'il faut savoir que l'activité sportive permet de gérer l'insuline mais ça permet aussi de prévenir de beaucoup de troubles liés au diabète, notamment tout ce qui est de point de vue cardiovasculaire, les arthroses et même le fait de faire l'activité ça va permettre au sucre d'être consommé pendant l'activité, donc ça va permettre aussi de gérer le taux de sucre dans le sang. On parlait du centenaire, donc de la découverte de l'insuline en 1921 par 2 chercheurs canadiens et nous avons parlé des autres aussi innovations qui sont apparues, donc des pompes à insuline, des capteurs qui permettent de mesurer en continu le taux de sucre, le glucose. Nous avons parlé de la psychologie de la personne qui a un diabète et nous avons parlé aussi du microbiote intestinal, ce sont ces bactéries dans l'intestin qui nous permettent aussi de rester en bonne santé et puis du chaussage, des chaussures avec les podologues. Donc c'était très intéressant, très vaste, il y a eu beaucoup de questions mais je pense que ce sont des actions comme celle-ci qui peuvent permettre vraiment d'être acteurs de sa santé. Et maintenant, je reçois Grégory Potiron, directeur de l'Archipel des Sciences. Il est en compagnie de Jean-Marie Flower, parrain de la 30e édition de la Fête de la Science. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Harold. Alors avant d'en venir à la Fête de la Science, on va parler actualité. La COP 26 s'est terminée, si je ne m'abuse, vendredi dernier. Samedi plutôt. Samedi, pour la clôture, effectivement. Ce qu'il en est ressorti pour la France, finalement, bon, tout le monde a acté effectivement la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Vous y croyez, monsieur Flower, déjà ? Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, justement, et pas ceux qui les font. Donc on en est à la 26e COP. Et quand on regarde comment ont évolué les émissions, les concentrations depuis la COP 1 de 1995, ça a toujours augmenté. Finalement, de façon assez ironique, c'est que l'année dernière, où il n'y a pas eu de COP, que les émissions ont baissé. Alors, est-ce qu'il faut arrêter les COP pour que les émissions baissent ? Je ne sais pas. Mais bon, il y a en tout cas quelque chose qui a un signal d'alarme qui a été bien compris l'année dernière et on n'a pas encore compris au cours des différentes COP que le changement climatique c'est un vrai signal d'alarme. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a l'érosion, l'effondrement de la biodiversité aussi, il y a l'épuisement progressif des ressources fossiles, on peut en parler de l'approvisionnement pétrolier de la Guadeloupe, c'est orienté déjà à la baisse et ça va continuer. Donc c'est une sorte de voiture-balai aussi.
Et finalement, c'est peut-être ça qui nous fera bouger, mais alors malheureusement pas assez vite, pour éviter les gros dégâts. Le mouvement en question sera violent, en fait. Le choc sera violent. Plus on attend, plus ce sera violent. C'est exactement comme une branche sur laquelle on est assis, on a commencé à scier. Tranquillement. Alors on a changé la scie, on a pris une scie en bois, on a pris une scie renouvelable, on a pris une scie transition écologique, mais c'est toujours une scie. Donc lorsque ça va craquer, on va effectivement tomber d'assez haut, malheureusement. Parce que quand on voit, par exemple, on parle effectivement de réduction des déchets, on parle de réduction des plastiques, qui sont un véritable fléau. Et on voit effectivement qu'on emballe, par exemple, des pailles en carton dans du plastique. Donc on ne veut pas vraiment en sortir, en fait. Il reste beaucoup de travail à faire. Et ce travail-là, il se fera beaucoup plus rapidement le jour où les plus riches prendront conscience qu'ils sont touchés. Donc pour l'instant, c'est les pauvres qui sont touchés. Il y a 30 000 morts de faim tous les jours, donc plus que du Covid, et pourtant on n'agit pas tant que ça pour éviter ça. Donc j'ai presque envie de dire, c'est lorsqu'on aura quelques centaines de milliers de morts tous les jours, en particulier dans les pays riches, que là les choses vont bouger. Mais malheureusement, le mal aura déjà largement été fait. Donc nous les scientifiques, on ne peut que se borner à constater et à dire à partir de maintenant, telle solution a tels avantages et tels inconvénients. Option A ne vous convient pas, telle option B a tels avantages et tels inconvénients. Toujours. Aucune solution parfaite. Ça, il fallait s'y prendre il y a 40 ans et on a laissé passer le train. Alors, on a entendu pendant les 10 dernières années que la France voulait reculer sur son programme nucléaire. On parlait même de démantèlement de centrales. Finalement, à la clôture de la COP, Emmanuel Macron annonce qu'on relancera finalement la filière du nucléaire. Bonne ou mauvaise idée ? Le nucléaire, c'est un amortisseur justement de la descente énergétique qui est nécessaire, de gré ou de force, pour lutter contre le changement climatique. Donc, dans les pays comme la France, qui sont des gros consommateurs d'énergie, le nucléaire est quasiment incontournable parce que lui permet de produire un peu l'équivalent de la géothermie ici. C'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quel que soit le temps qu'il fait, etc. Pour la Guadeloupe, on n'a pas forcément besoin de nucléaire. Mais notre géothermie à nous n'est déjà même pas suffisante pour notre consommation. Il faudrait qu'on soit connecté avec la Dominique. Et malheureusement, les projets de connexion entre les îles, ils dépendront essentiellement de ces îles-là. Il ne faut pas qu'on attende malheureusement que EDF nous aide. EDF est plutôt concentré sur le nucléaire français et pas sur la géothermie de Guadeloupe. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Et si on produit d'autres usines ? Il y a Gérald Bougré qui propose de construire 2 autres usines géothermiques ici. Oui, mais le gisement en place est très très inférieur à celui de la Dominique. C'est pour une raison très simple. Il y a beaucoup plus de volcans actifs à la Dominique qu'en Guadeloupe, où il n'y a qu'un seul volcan qui est la Soufrière. Donc rien que ça, plus le fait que la Dominique ait beaucoup moins d'habitants que nous, fait qu'ils ont une capacité beaucoup plus intéressante à exporter à la fois vers la Martinique et vers la Guadeloupe, à condition effectivement de combler les 40 km qui les séparent de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc ça prend des sous, mais tant qu'à faire, vu l'urgence, il vaut mieux peut-être renoncer à la 5G. Le pétrole n'est pas éternel dans tous les cas. Et de toute façon, le pétrole a déjà passé par un maximum pour l'Europe en 2019, avant le Covid. Or, tout le pétrole de la Guadeloupe, y compris celui d'EDF, vient de la France, donc de l'Europe. Ouais. Donc en fait, c'est la voiture balai qui va devoir de toute façon nous imposer des restrictions, volontaires ou pas, sur le carburant, sur l'électricité. Et plus on aura réussi à développer rapidement notre géothermie et celle de nos voisins de la Caraïbe, plus on aura là aussi un amortisseur qui nous permettra de léguer quelque chose de plus vivable à nos enfants. On a la chance d'avoir une porte de sortie et parmi ces déclencheurs... Mais la porte de sortie, elle est en train de se refermer. Donc on a intérêt à se dépêcher. Voilà. Très clairement. De toute façon, le prix de l'essence ne risque pas de baisser ces prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ces prochaines années il peut baisser, mais disons que ça sera de plus en plus volatile. Donc si c'est volatile, ça veut dire qu'on ne saura jamais quand il sera bas, quand il sera haut, ça sera invivable. Et ça, c'est vraiment quelque chose... On pourrait avoir un litre à 1 euro, à 5 euros, qui pourrait osciller avec 5 euros, 6 euros, moi je l'imagine déjà. Oui. Alors, évidemment, personne ne pourra le payer à 6 euros, donc du coup, il y aura un effondrement de la demande, ça va faire baisser les prix, on va repartir, ça va remonter. Ouais, c'est de suite. Et donc, de toute façon, il faut se préparer à du rodéo, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que toutes les solutions qui peuvent nous permettre de réduire notre consommation d'abord, avant de réfléchir à comment on produit différemment, moins on consomme, mieux on consomme. C'est un petit peu ça le slogan qu'il faut retenir. C'est pas moi, c'est EDF. Consommons mieux, consommons moins. C'est eux qui l'ont inventé, mais
Est-ce qu'eux-mêmes sont prêts? Ça, c'est pas encore sûr. Est-ce que ça fera partie des thématiques, justement, de la 30e édition de la Fête de la Science? Alors oui, bien entendu. Donc toutes ces questions de production énergétique et de maîtrise de la demande en électricité, en énergie, voilà, ça fait partie des ateliers qui sont proposés donc, dans le cadre donc, de cette 30e édition de la Fête de la Science. Mais pas que, monsieur le directeur. Non, pas que. Parce qu'on va aussi parler climat et des effets du changement climatique, avec des résultats très récents qui ont été faits d'ailleurs par l'Université des Antilles, avec une précision jamais égalée, quasiment au kilomètre carré près, on peut savoir à 20 ans, 30 ans, 50 ans, combien de pluie il va tomber en moyenne sur l'année, à quel moment de l'année, quelle température. Donc ça aussi, ça fait partie des informations qu'on essaiera de faire partager, comme celle sur la biodiversité, de l'infiniment petit, l'infiniment grand, le milieu marin, le terrestre, les forêts, l'agriculture. Donc vous allez lister toutes les richesses qu'on a ici en Guadeloupe. Ça sera en fait une espèce de fenêtre ouverte sur le monde guadeloupéen, c'est-à-dire en levant la tête, on a les étoiles, on peut voir des choses ici qu'on ne peut pas voir ailleurs. En regardant sous nos pieds, on a la géothermie, mais pas que, on a aussi d'autres ressources qu'on pourrait mieux valoriser qu'on ne le fait. On pense à Henri Joseph avec le Zébapic par exemple, mais le Zébapic c'est une plante sur les 1600 qu'on a. Qui sont disponibles. Qui sont des usines, comme il a l'habitude de le dire. Donc il y a vraiment un travail, disons, d'ouverture de nos yeux. On a des œillères et la Fête de la Science est là pour justement faire éclater ces œillères-là et nous rendre curieux, rigoureux et curieux. C'est ça cette année. Et en plus, se rendre compte que la thématique, c'est l'émotion de la découverte. Quand on découvre quelque chose, tiens, on va battre pifo. Et ça, c'est quelque chose en plus qu'on n'a surtout pas envie de garder pour soi tout seul. On va le dire tout le monde. On va dire à papa, maman, petit-fils. Mais c'est vraiment ça. Et c'est ça qui est un moteur qui peut donner aux plus jeunes l'envie justement de se lancer dans ces carrières scientifiques. Le programme, est-ce qu'on peut avoir une petite idée du programme? Alors au niveau du programme, donc la manifestation a déjà débuté depuis vendredi dernier. Donc nous avons donc des chimistes, donc tout ce qui est cosmétique et utilisation des plantes locales pour pouvoir réaliser des cosmétiques. Nous avons voyagé dans le système solaire pour pouvoir découvrir ou redécouvrir donc les planètes que nous avons dans le système solaire. Et ça nous permet d'autant plus de faire un point sur une autre planète pour se dire que finalement les autres sont hostiles, donc on a une seule où on peut vivre. Mais pourquoi ils donc, veulent absolument explorer l'espace, trouver d'autres planètes qui soient habitables? On parlait de Mars, bon finalement ils disent qu'il ne peut pas y avoir d'atmosphère sur Mars. Non, mais il a quand même des programmes, il a maintenant des privés qui s'intéressent à la colonisation de Mars, à l'exploitation. Non, parce que c'est l'inconnu, c'est la découverte, c'est aussi... Par de la croissance aussi. Voilà. Parce qu'ils ont compris que la Terre est un peu finie, donc si on veut être 15 milliards, ça ne sera pas sur Terre. Ça va être compliqué. Qui sera à l'extérieur de la Terre. Ça va être compliqué. Maintenant, est-ce qu'on aura les matériaux, l'énergie pour ça? Ça, c'est une autre question. C'est vraiment vrai qu'il y a une surpopulation mondiale, ou bien c'est notre mode de consommation qui est tellement mauvais que on utilise des ressources, je crois qu'on utilise des ressources planétaires en moins d'une année. Alors, les deux, mon général, je parlais tout à l'heure avec Grégory d'une petite île qui s'appelle Tikopia, Tikopia, qui est une toute petite île, pas plus grande que Terre de Haut, dans les îles Salomon. Elle est habitée depuis 3000 ans. D'ailleurs, les îles celle-là, justement, elle est comme Terre de Haut. Ouais. Donc, elle est à 300 mètres de hauteur, 380 mètres. Il y a un petit lac d'eau douce au milieu. Et les habitants, ils vivent depuis 3000 ans à 1500 dessus. C'est-à-dire que la même densité de population que la Guadeloupe. Depuis 3000 ans, en autonomie alimentaire. Donc, c'est possible. Mais effectivement, ils ont un niveau de vie très différent du nôtre. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité. Et leur seule activité, c'est la production de nourriture. Mais ils arrivent effectivement à nourrir très bien depuis 3000 ans. Et en continu, malgré les cyclones, ils ont des cyclones comme nous, une population très très dense. Donc c'est vraiment des choix de société. Et effectivement, si je devais un petit peu caricaturer, il n'y a pas trop de monde sur Terre, il y a trop de riches. Voilà. La question si on partageait mieux les ressources. Des consommations excessives. C'est un problème de partage des ressources. Je mets les pieds dans le plat et je continuerai de mettre les pieds dans le plat pour la Fête de la Science, pour gratter un peu les consciences et qu'on apprenne un petit peu à sortir de notre zone de confort et nous poser les bonnes questions.
est-ce qu'on a besoin de Tesla qui font 2,5 tonnes alors qu'on peut très bien rouler avec une voiture qui est 3 fois plus légère? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Est-ce qu'on a besoin de faire du tourisme aérospatial en ce moment? Par exemple, alors qu'il y a 30 000 morts de faim tous les jours, alors qu'il y a des maladies orphelines. Il faut redéfinir les priorités. Exactement. Et on ne peut pas tout faire, donc il y aura des choix à faire. Et ces choix-là, ce n'est pas la science qui peut permettre de les faire. Mais la science était censée aider l'homme. C'est un appui. Elle était censée aider l'homme, justement. C'est un outil, mais qui sert essentiellement à montrer les avantages et les inconvénients de chacune des options possibles, de chacun des éventails. Et ce n'est pas du tout une direction a priori qu'il faut prendre. Merci beaucoup, messieurs. Je me suis oublié. On est en format info, donc je me suis légèrement. On est en format oublié. magazine. Ouais. Alors là, clairement, j'étais parti pour un focus avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions prégnantes qu'il faut qu'on prenne à bas le corps. Ouais. Oui. Il faut qu'on en parle parce que c'est passé sous silence. On a un petit événement comme ça, une petite COP, un petit sommet de temps en temps, mais les enjeux qui nous attendent. C'est pour nous, nos enfants. Il faut focus dessus. Il faut en parler. Non, c'est certain. Enfin, là, ça nous permet de prendre vraiment, de se rendre compte que l'avenir, là, si les décisions ne sont pas prises maintenant, voilà, après, ce sera trop tard pour pouvoir faire le nécessaire. On aura ce que l'homme n'apprend pas dans la sagesse, il l'apprend dans la douleur. C'est pas moi qui le dis, c'est Sénèque, ça a 2000 ans. Donc voilà. C'est toujours valable. Et ça sera encore valable demain. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus sur ce plateau ce soir et on se voit très prochainement pour un focus sur l'environnement. Et on enchaîne rapidement. Je vais passer un dernier petit sujet avec cet atelier manga. C'était au festival Caribule. Regardez. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on fête le retour de Caribule qui n'a pas pu avoir lieu l'an dernier. Et aujourd'hui, en exclusivité, le public pourra découvrir le film documentaire Tim Caribule qui retrace les 10 années de Caribule de façon animée mais aussi en images. Alors cette année, nous avons un invité d'honneur qui s'appelle Thierry Dupré. La spécialité, c'est les mangas afro. Donc il a été avec nous pendant toute la durée du festival et il présente ses œuvres au grand public guadeloupéen pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est une bonne initiative parce que déjà ça ramène plus de personnes. Il y a des gens peut-être qui ne connaissaient pas que c'était un manga, des mangas ou des BD qui vont peut-être en apprendre plus sur ça. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Je participe à ce festival parce que j'étais intéressée et que j'aime bien dessiner tout ce qui est manga. La bande dessinée et le manga sont intimement liés. On pourra directement dire que d'un côté de l'hémisphère, on parlera de manga et de l'autre, on parlera de bande dessinée, de comics. Mais ça reste la même chose. Raconter une histoire au travers d'un support papier via des dessins et des textes. Je lis beaucoup de mangas. Il y en a beaucoup qui m'ont intéressé. Par exemple, Naruto, quoi encore, Black Torch. C'est intéressant. Ils ont tous une histoire en particulier. Le plus souvent, c'est l'auteur qui met son histoire. Mais après ça, c'est bien. Franchement, j'aime beaucoup lire des mangas. Effectivement, on essaye d'ameuter le public vers nous parce que les restrictions freinent un petit peu tout le monde. Mais comme vous pouvez le constater, on a du passage, on a des ateliers qui ont lieu ce matin et beaucoup d'enfants ont été inscrits et participent aux ateliers pour la découverte du manga, pour apprendre à dessiner et plein d'autres choses. Voilà, chers téléspectateurs, je me vois dans l'obligation d'écourter ce journal. On vous passera effectivement les autres sujets d'autres éditions à compter de demain. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité.
Et je recevrai notamment des étudiants infirmiers qui viendront témoigner de leur situation, qui est assez compliquée ces derniers temps. On parlera aussi de la mobilisation qui s'est tenue ce matin, forcément. Demain, on verra comment les choses se goupillent. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Poussia Georges, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, au général Franck Cabar, bonsoir à Géna Gior, bonsoir à Chim Dieuzel, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Foxy Sam, bonsoir à Yves Quérault, à Pascal Duro, à Marius Labissi, à Flexis Younandan, à Magui Delaney, bisous Magui, bonsoir à Pascal Nipo, à Emma Donna, bonsoir à Jolicoeur Bégarin, bonsoir à Paula, bonsoir à Kali Léonie, bonsoir à Alain Hain, bonsoir à Jimmy Kamagouga, bonsoir à Fabien Média 97, à Nicole Mathurine, et je fais aussi des bisous à Michel. On se quitte pour la pub et on revient dans le focus.